On est très heureux de recevoir Maxime ce matin. Merci d'avoir accepté, Maxime, de prendre le café avec nous ce matin. Avec plaisir. Yes. Avant de passer à la présentation de Maxime et de lui laisser la parole, on va vous présenter comment va se dérouler ce live. Je t'en prie, Clément. Du coup, on va laisser Maxime pendant une vingtaine de minutes nous présenter le SEO et comment développer une stratégie de référencement qui cartonne. Et ensuite, on passera sur un échange questions-réponses. Écoutez, bienvenue à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Maxime Landel. J'ai 24 ans. Je suis le cofondateur d'une agence nouvelle génération de SEO qui s'appelle SEOsecret.co. Ça, c'est notre site web. J'ai cofondé donc cette agence avec mon meilleur pote Robin il y a 3 mois de ça. Avant ça, j'ai fait différents trucs. J'ai travaillé pendant 1 an et demi à The Family, qui est une structure d'accompagnement de start-up assez connue à Paris, en France et en Europe. Et avant ça encore, j'ai monté pendant 1 an et demi 4 plateformes de mise en relation donc, dans l'industrie événementielle. Et c'était des plateformes de mise en relation dont la stratégie d'acquisition était basée à 90%, disons, en SEO, donc en Google Search Engine Optimization. Et donc, c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire. Je sais que les gars modèrent. Je sais que je peux parler vite parfois. On va parler d'un sujet assez technique avec beaucoup d'anglicisme. S'il y a des choses pas claires, n'hésitez pas à m'arrêter ou à poser vos questions en commentaire. Voilà pour la petite présentation. Yes, yes, merci Maxime. L'idée, ouais, vraiment, comme il le soulignait, c'est de vraiment, dès maintenant, poser vos questions et nous exposer tout ce que vous avez à dire sur le chat pour que ça soit maximum interactif. Et c'est parti, c'est parti. Super. Alors, pour démarrer, je suppose qu'il y a des niveaux très disparates en Google SEO ici dans la room Zoom. Je pense que je vais démarrer un petit peu. On a 20 minutes, ça va être assez court. Donc, je vais démarrer par les bases. Déjà, qu'on définisse bien ensemble ce qu'est le SEO. Quand on parle de SEO, on parle de Search Engine Optimization. Donc, ça fait référence en fait à des moteurs de recherche. Ils peuvent être divers. Ça peut être celui de Google, ça peut être celui de Yahoo, ça peut être celui d'Amazon. Ça peut être un moteur de recherche de YouTube, d'iOS, d'Android. Chaque moteur de recherche en fait, a son algorithme qui permet de classer les résultats. Ils ont tous des critères, des règles très différentes. Et donc, nous, on va parler de Google SEO. C'est notre spécialité aujourd'hui. On fera sûrement du Amazon SEO plus tard avec SEO Secret. Aujourd'hui, on va parler de Google SEO et c'est ce qui vous intéresse. Donc, Search Engine Optimization, concrètement, il y a 4 piliers. C'est la façon dont en fait, les moteurs de recherche classent un site. Et Google va classer les sites de 2 façons. Il y a le SEO, qui sont donc le référencement, disons, naturel. Donc, c'est le référencement qui est gratuit, qui ne coûte pas d'argent. C'est si votre site est bien construit, il va être classé première page, deuxième page, première position, deuxième, troisième position sur la première page. Et ensuite, il y a le SIA, donc Search Engine Advertising. Et ça, c'est souvent ce que vous pouvez voir tout en haut des pages Google. Il y a 1, 2, 3 liens où il y a souvent marqué une petite pastille assez discrète avec ads à côté de l'URL. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle du SIA. Donc, c'est la régie Google AdWords où des clients vont payer au clic. Par exemple, c'est 1 euro, 1,50 € le clic, parfois 30 € pour les plombiers, dès que vous cliquez sur ces liens-là. Et ça, ce n'est pas des sites qui sont bien construits, c'est des gens qui ont payé. C'est de la publicité pour être bien référencé, bien classé. Voilà, donc c'est assez obvious. Le SEO, c'est juste un canal d'acquisition qui est gratuit, naturel. Donc, c'est pour ça que je pense que ça vous intéresse tous aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à le comparer un peu à une force de vente, une force commerciale, disons, scalée ou automatisée, au sens où toute la journée, si votre site est bien référencé dans Google, si vous avez plein de pages sur plein de mots-clés différents, vous allez recevoir des leads en fait, dans votre boîte mail ou par téléphone. Je ne sais pas quel est votre business. Et ensuite, que vos commerciaux ou vous-même, vous pourrez traiter pour les transformer et les transformer en clients. Et c'est en ça que je trouve ça hyper intéressant et je pense que c'est pour ça que c'est aussi tendance. Alors, le SEO, il y a 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est la partie sémantique. La partie sémantique, c'est la partie contenu. C'est ce qui compose votre site. C'est les textes, c'est les images, c'est les vidéos. Ensuite, il y a une partie technique. Ça va être la partie plus qui va concerner vos développeurs web, vos CTO. Ça va être donc
comment le site est construit. Est-ce qu'il est codé en dur, en HTML et en CSS? Peut-être que vous avez choisi une autre technologie qui peut être JavaScript, Ruby on Rails. Est-ce que vous avez utilisé un CMS? Il y a Wix, il y a Squarespace, il y a WordPress, il y a ce qu'on appelle des CMS. Et donc, cette partie technique, au vu du SEO, et on va rentrer un peu plus dans le sujet juste après, mais ça comprend beaucoup de choses qui sont toute la partie technologique de votre site. Est-ce que votre site charge rapidement? Est-ce que vous avez une version mobile responsive? Ce qui est un must aujourd'hui, mais ce n'était pas encore le cas il y a forcément 5 ans. Toutes ces choses-là qui vont faire de votre site un objet technologique, en fait. Donc ça, c'est la deuxième partie, c'est la partie technique. La troisième partie, c'est la partie, disons, réputation. J'essaie un peu de vulgariser tous les termes SEO pour vous les donner. La partie réputation, c'est Google va donner à tous les sites de la Terre, disons, une note. Et il va aussi donner une note à toutes les pages. Schématiquement, la note de votre site web, c'est la moyenne des notes de toutes vos pages. Et après, il y a d'autres choses dans la réputation. C'est ce qu'on appelle les backlinks, c'est-à-dire si vous avez par exemple des articles de blog ou des articles de presse, s'il y a des journalistes qui ont écrit pour vous et qui, dans l'article qu'ils ont écrit pour vous, il y a un lien qui renvoie vers votre site, ça, pour le coup, c'est un peu comme dans la vraie vie, ça s'appelle un transfert de réputation, disons. Je vous donne un exemple. Vous avez une startup et vous voulez lever des fonds. Si l'incubateur The Family vous fait une introduction par mail à un investisseur, vous avez plus de chances qu'il vous réponde que si vous avez contacté un peu à la volée cet investisseur sans le connaître. Parce que The Family vous fait un transfert de réputation et donc vous avez plus de chances que cette personne vous réponde. Google fonctionne à peu près de la même manière. Google, en fait, malgré tout ce qu'on peut penser, est très humain. Et donc, si vous avez plein d'articles de presse, Le Figaro, Le Monde, Wikipédia ou des blogs thématiques sur votre sujet, sur votre industrie qui vous font référence, ça va grandement améliorer votre classement dans les moteurs de recherche. Donc ça, c'était la troisième partie. Je récapitule rapidement. Sémantique, technique. Et là, on parlait de la réputation, des backlinks principalement. Et après, il y a une partie géolocalisation. Donc, ça va être toute la partie Google SEO. D'ailleurs, Maxime, je ne sais Oui, pas si je peux te couper comme bien sûr, ça. bien sûr. On a des questions pour que ça rende un petit peu l'échange interactif. On a des questions sur la Blacklin. Tac. Il se dit encore que le netlinking est actuellement la meilleure stratégie SEO. Pour monter son domaine score, qu'en penses-tu de l'achat de Blacklinks, même qualifié? Ouais, complètement. Alors, il faut faire extrêmement attention par rapport à l'achat de backlink. Donc, l'achat de backlink, pour l'expliquer à tout le monde, c'est vous allez sur des sites et vous allez acheter en fait des articles de blog sur différents sites thématiques. Et donc, vous allez acheter votre réputation, plus ou moins. Il faut faire hyper attention. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des fermes à contenu qui sont de mauvaise qualité et qui peuvent en fait complètement dégrader grandement votre ranking dans Google, votre SEO. Moi, ce que je conseille en général, quel que soit votre business, c'est avant tout d'avoir une stratégie relation presse et d'aller essayer de chercher 2, 3, 4 premiers articles dans les journaux, si c'est possible, ou de blogueurs que vous suivez, que vous adorez, vous-même par mail en leur demandant un article de blog. Ça, c'est la première partie et c'est la base. Et si vous avez déjà ça, c'est déjà super. La règle des backlinks qu'il faut garder, c'est il vaut mieux peu de liens de très grande qualité que beaucoup qui sont moyens. C'est assez mathématique, c'est que si vous avez, disons, 100 sites qui vous font un lien et qui ont une note de 5 sur 10, Google leur a donné cette note de 5 sur 10, ça va être super dur de sortir de cette note de 5 sur 10 parce que Google va vous affilier à ces sites-là et Google va vous donner une note de 5 sur 10. Alors que si vous avez de base un 6 sur 10 et que vous arrivez à choper 4 liens qui sont des 8 sur 10, mathématiquement, votre moyenne, elle monte. Donc, il faut faire hyper attention. Après, si vous n'avez pas la chance de pouvoir avoir des articles de journaux, si vous n'êtes pas un business, disons, médiatique, là, effectivement, nous, on le fait chez SEO Secret. On a développé une galaxie de plusieurs milliers de sites, des blogs thématiques, et on s'assure que les liens qu'on vend sont de qualité. Et je sais qu'on n'est pas les seuls à le faire, donc il faut le faire de façon avec parcimonie, disons. Yes, merci. Cool, j'enchaîne et si tu veux, tu me coupes si je suis trop long ou qu'il y a des questions hyper Ça marche. intéressantes. Non, mais on a pas mal de questions, donc je pense qu'on va te laisser dérouler et après on reviendra sur la partie questions-réponses. Cool. Yes. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Concrètement, je vous disais que Google était très. Enfin, je termine juste sur la partie géolocalisation que je n'avais pas terminée.
c'est un peu une nouvelle brique du SEO. Avec Google Maps, Google a énormément développé la partie locale, et parce qu'il y a des business locaux, des agences immobilières, des salles, ce genre de business, des commerçants dans les rues. Il y a notamment un outil que vous met à disposition Google qui s'appelle Google My Business. C'est complètement gratuit. Vous pouvez créer votre page entreprise en fait, et vous verrez que si vous faites une recherche dans Google, vous avez, faut voir ça en fait comme du remplissage d'écran. Vous allez avoir à peu près un gros tiers de l'écran qui va être rempli de Google Ads, de gens qui ont payé pour être en haut. Juste en dessous, en général, vous avez donc là des liens qui sont naturels, des liens payants, des liens gratuits, pardon, donc du SEO. Ça, c'est des gens qui ont des sites super bien référencés, qui ont bien construit leur site, qui ont une bonne réputation, et donc Google les met en avant. Et en général, à droite, vous avez un petit encart. Donc, c'est soit une fiche Wikipédia en général, soit une fiche Google Maps. Et ça, vous pouvez avoir votre fiche Google Maps et vous verrez qu'elle prend à peu près un quart de l'écran. Et c'est un super moyen d'être visible. Il vous suffit de créer une page sur Google My Business, demandez à vos clients de vous mettre des super reviews, vos clients heureux. Et si vous avez ça, pour le coup, vous prendrez une belle place sur certains mots-clés. Donc, ça peut être vraiment utile. Je récapitule: sémantique, réputation, technique, géolocalisé. Pour vous parler de Google plus généralement, Google a un fonctionnement au final très humain. Il faut comprendre un truc, c'est que le métier de Google, c'est que les gens trouvent le plus rapidement possible l'information qu'ils cherchent, tout simplement en fait. Et Google doit être le meilleur moteur de recherche par rapport à ça, par rapport à Yahoo, par rapport à Bing. Donc ça, c'est le métier de Google, c'est le produit, c'est la cause de Google. Maintenant, Google, comment gagne de l'argent? Et ça, c'est une question qu'il faut se poser. À quel jeu joue Google? Google gagne de l'argent en vendant des liens, en vendant des positions dans les classements à des gens qui veulent être mieux référencés parce qu'ils sont mauvais en SEO, donc ils sont prêts à payer du SIA. Ça, il faut le comprendre. Et donc, Google n'a pas forcément intérêt à mettre en avant des sites commerciaux. Par exemple, si vous êtes une agence, il n'a pas hyper intérêt à vous mettre en avant. En revanche, si vous êtes un blog, un article de presse ou Wikipédia, c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, c'est toujours les mieux classés et c'est super dur d'aller les concurrencer en SEO pour la simple et bonne raison qu'ils créent du contenu de grande qualité et que Google sait par expérience que ce contenu-là, les gens le consomment, les gens le lisent, alors que votre site d'agence commerciale, vous écrivez forcément moins bien qu'un journaliste. En plus, vous essayez de vendre des trucs aux gens, ça les saoule, donc ils n'ont pas envie de lire ça. Google, ça le voit. Et en fait, tout simplement, le but est de se faire passer le plus possible. Moi, c'est mon conseil et c'est ma stratégie en SEO, de créer du contenu qui apporte de la valeur aux clients et en fait de se faire passer pour une sorte de blog ou un site de journaliste. Donc, il y a ça. Et pourquoi je disais ça? Tu faisais un récap Ouais, je faisais un récap. Google. Yes. Oui, je sais pourquoi je vous disais ça. En fait, moi, ça fait 5 ans que je fais du SEO. En réalité, depuis 5 ans, le SEO a évolué sur des détails. Moi, mes sites que j'ai créés tu vois, il y a 5 ans, ils sont toujours hyper bien rankés. Donc, c'est la preuve que pas tant que ça. Je vous avoue que j'ai appris pas mal sur le terrain en me formant via Internet. Pas mal d'A/B testing, c'est-à-dire que je mettais 2 pages en ligne au même moment et j'observais comment l'une montait ou l'une ne montait pas. Donc, je n'ai pas fait de formation. Je pense que j'ai une formation SEO intéressante parce qu'elle est très concrète et très pratique au final. La grande leçon que j'ai prise de ces 5 dernières années, c'est un peu ma thèse SEO. Au final, j'ai testé plein de trucs. À la fin de la journée, pourquoi Google vous donne accès à des outils comme Google Analytics ou Google Search Console de façon totalement gratuite, alors que c'est des outils honnêtement hyper puissants et que Google pourrait vous faire payer? Il y a plein de gens qui seraient prêts à payer pour ça. Ils le font pour une bonne raison, c'est que c'est un des seuls moyens pour Google d'avoir des données, des datas sur tous les sites qui composent Internet. De cette façon, Google sait combien de temps passent les gens sur votre site, combien de temps passent les gens sur telle page ou telle page de votre site, ce qu'ils appellent le taux de rebond. Alors, le taux de rebond, c'est quand un visiteur, un internaute arrive sur votre site depuis le moteur de recherche Google. Est-ce qu'il va consulter une autre page ou est-ce qu'il va partir sur une autre page? Voilà. Et ça, plus beaucoup d'autres données que vous pouvez voir sur Google Analytics. Je vous invite à brancher Google Analytics à votre site web. C'est hyper important de savoir un peu comment agissent les gens sur votre site. En fait, ma thèse au final, c'est que Google regarde ces statistiques-là et va regarder les statistiques de vos concurrents. Et très simplement, celui dont les gens passent le plus de temps sur votre site, s'ils passent du temps, c'est que ça les intéresse.
plus ils consultent de pages et plus le taux de rebond est faible, mieux vous serez ranké par rapport à vos concurrents. Honnêtement, c'est aussi simple que ça. Ça peut paraître très, très bête. Mais si vous arrivez à améliorer ces stats, je ne dis pas que c'est facile, vous avez tout gagné en fait. Voilà, écoutez, on peut parler de tout. Si vous voulez, je peux rentrer dans les détails. Yes, Je peux vous parler de moi, comment je trouve mes mots-clés. Je peux vous parler de carrément. comment créer du contenu. Vous voulez qu'on fasse ça? Ouais, carrément. Moi, j'avais une question à titre perso. Ouais. Est-ce que ça a un intérêt de brancher en priorité les outils Google comme Google Analytics et tout, plutôt qu'un autre outil qui permet de faire la même chose? Ouais, Google aime les faillots. De façon générale, si vous pouvez donner le maximum de data à Google, c'est-à-dire brancher votre Google Analytics, vous créez un compte Google Search Console, Yes. vous créez une fiche Google My Business, vous créez un compte YouTube parce que YouTube a été racheté par Google. Toutes ces choses-là, déjà vous, ça va vous aider et Google aime les faillots, il aura plus de données sur vous et plus vous ne montrez pas de blanche à Google, vu qu'il est très humain, plus vous ne montrez pas de blanche, plus il a confiance, mieux vous rankez. Ok. Alors, merci Maxime. J'ai une question de Léa qui se demande quelle application ou outil on peut privilégier pour mesurer ses actions en SEO. Qu'est-ce que toi tu utilises si tu utilises des outils d'ailleurs? Ouais, alors il y a des outils gratuits, il y a des outils, en toute honnêteté, rien de mieux que Google Analytics et Google Search Console, hein. Ok. Analyser comment les gens consomment votre contenu et agissent sur votre site. Essayer de faire la- de façon à ce qu'ils passent le plus de temps. Après, il y a des outils ouais, gratuits, tu vois. Par exemple, pour trouver mes mots-clés, moi j'utilise un truc qui s'appelle answerthepublic.com. C'est un des outils que j'utilise. Après, nous, on a développé aussi des outils en interne chez SEO Secret. Euh, il y a un site qui s'appelle Uber Suggest. Ok. Euh, on vous donnera toutes les ressources, on vous fera un récap. Yes, carrément. On fera un récapitulatif de tous les outils que tu énonces. Ouais. Et après, il y en a des Ok. payants. Moi, j'aime beaucoup Botify, qui est une startup française qui sont vraiment cool. J'aime bien SEMrush, qui est très très bon. Ok. Bah, elle le Et- mentionne notamment, Léa, Ok, ouais, dans voilà. sa question. Après, tout ça, c'est l'extra mile, hein. Moi, tu vois, honnêtement, j'ai réussi à faire ranker plein de sites super bien sur des mots-clés hyper concurrentiels. Sans ça, hein, à la fin de la journée, c'est le contenu que tu crées, c'est ta stratégie. Et si je peux donner un conseil aussi, un truc que je vois souvent et qu'on voit chez SEO Secret, quand les clients viennent nous voir, en fait, ils viennent nous voir une fois qu'ils ont créé leur site. Ils nous disent, voilà, mon site, je l'ai créé, il ne rank pas. On leur dit, bah ouais, c'est normal. Enfin, il y a un moment, si tu as créé un site sans penser au SEO, c'est sûr qu'il ne peut pas ranker. Un conseil que je donne en général, c'est si possible, évidemment, essayer de penser sa stratégie SEO avant de créer son site ou avant de le refondre. C'est hyper important. On pourra faire après, si vous voulez, des petites captures de mon écran pour que je vous montre deux, trois trucs. Mais typiquement, un truc qui compte, il faut voir le SEO comme un écosystème. C'est la partie sémantique, la partie technique, la partie géolocalisation, la partie réputation qui forment un écosystème et qui va vous donner une note globale. Moi, je le résume pour vous le faire comprendre de la façon suivante, c'est que Google Analytics, meilleurs sont vos stats, meilleurs vous avez une note de Google. C'est plus complexe que ça en réalité. Euh, Yes. mais ouais, il y a une autre question, c'est ça? Non, non, pas du tout, pas du tout. Vas-y, on en a plein, mais je confirmais ce que tu disais. Ouais, et donc, tu vois, typiquement, si vous avez une seule homepage et pas d'autres pages, évidemment que vous allez pas avoir de trafic qui vient de Google. Google fonctionne de la façon suivante, c'est qu'une page est là pour ranker sur un mot-clé ou un terme-clé particulier. C'est pour ça qu'il faut plein de landing pages, plein d'articles de blog. C'est vraiment notre cœur de métier chez SEO Secret de créer ça justement et de les paramétrer pour nos clients. C'est qu'il n'y a pas de secret. Moi, tous les sites que j'ai créés, toutes les plateformes de mise en relation dans l'événementiel, qui étaient des bombes de SEO, ils avaient tous 100, 200, 300, 400, 500 pages. Et chaque page avait pour objectif de ranker. Après, je peux vous partager des petits hacks, mais typiquement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'en header de mon site, donc en haut du site, j'avais beaucoup de catégories avec des sous-catégories. Et dans ces sous-catégories, j'avais classé des produits. Ça te crée une arborescence qui est assez sympa, que les gens aiment bien. Et quand ils sont perdus, en fait, ils retournent dans le header, un peu comme dans un site e-commerce, et ils vont dans les sous-catégories. Ce qui fait que ça va complètement réduire ton taux de rebond. Un autre truc aussi, si vous branchez à votre site un outil qui s'appelle Hotjar, Hotjar, ça permet de voir comment les gens agissent avec leur souris, les zones chaudes, les zones froides, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils ne vont pas. Déjà, vous vous rendez compte que les gens ne scrollent pas. Donc, à part sur mobile, les gens ne descendent pas sur votre site. Donc, c'est hyper important de mettre un maximum d'informations clés
au-dessus de ce qu'on appelle la ligne de flottaison, donc dans la partie haute de votre écran de votre laptop, parce que les gens ne scrollent pas. Déjà pour les utilisateurs, et comme Google sert les utilisateurs, moi c'est un peu un hack, mais plus vous avez de contenu au-dessus de la ligne de flottaison, en général, plus rapidement vos pages vont bien ranker dans Google. Et enfin, moi, le dernier hack que je donne, c'est un truc que j'ai un peu inventé qui s'appelle le hacker footer. Enfin, en tout cas, moi, je l'appelle comme ça. Le footer, donc c'est la partie très basse de votre écran qui apparaît sur toutes vos pages. C'est là où vous mettez en général vos mentions légales, votre blog, etc. Moi, je conseille de remettre des listes de liens, un peu comme dans votre header, des catégories, des sous-catégories, des produits, vos pages phares, vos pages les plus visitées, parce que les gens ne scrollent pas, mais quand ils sont perdus, on s'est rendu compte qu'ils allaient scroller en bas et essayer de s'y retrouver. Ils s'attendent à avoir le plan du site en fait en footer. Voilà. Et toi, justement, quand tu parles d'écosystème SEO par rapport à tes sites, est-ce que tu te le visualises avec des plans très concrets pour que tu aies un peu de recul dessus ou c'est un peu sauvage? Alors moi, comment je fais pour créer un site et comment je l'ai fait par le passé? Ma méthode, elle est simple. Donc, je trouve mon sujet, je trouve mon nom de domaine. On pourra en reparler, mais le nom de domaine, on s'en fout complètement. Ça n'a aucun impact sur le SEO. Alors, le seul impact que ça peut avoir, c'est que si vous choisissez un nom générique, je vous donne un exemple. Moi, j'avais créé un site qui s'appelait 1001, par exemple, SEO Secret. Ouais. En fait, vu que le nom est un mot générique en anglais et qu'il y a des gens qui tapent SEO Secret ou SEO Secrets dans Google, ça va me permettre pour ma homepage, dans la meta title Google, que les premiers mots soient SEO et Secret. Donc forcément, disons que c'est un petit hack, c'est une petite roublardise. C'est histoire d'être malin, mais ça n'a pas un énorme impact. Si vous vous appelez Schugblug, ce n'est pas très, très grave en vrai. Ce n'est pas ça qui fait le SEO. Donc moi, ce que je fais en général, très simplement, donc imaginons que j'ai un site, allez, je connais les gars, de food truck. Je mets en relation des entreprises avec des food trucks. Je vais prendre un Excel, je vais faire un benchmark de tous les sites que je vois sur Google et je vais lister 5 grandes catégories. Donc, tu vois, pour un food truck, c'est type d'événement, parce qu'il y a besoin de food truck pour des soirées d'entreprise ou des mariages. Puis, il y a une catégorie lieux en France, donc ça va être les différentes régions, les différentes grandes villes, etc., etc. Je vais lister 5 grandes catégories. Par catégorie, je vais essayer de sous-lister 20 sous-catégories. Là, j'ai déjà 100 pages. Et ensuite, dans ces pages-là, je vais classer mes produits, je vais les dispatcher. Globalement, j'arrive à 300 pages. Une fois que tu as fait ça, tu as en fait une belle arborescence. Et je vais créer mon site à partir de cette arborescence Excel. Donc, et ça, en fait, c'est la première partie, c'est la partie sémantique, la partie contenu. Je vais avoir 300 pages, chacune a objectif de ranker sur un contenu. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, j'ai oublié de le dire, mais globalement, il y a 4 grands critères clés pour bien faire ranker une page dans Google, que ce soit un article de blog ou une landing Maxime, page. juste Ouais. ranker. Moi, je sais qu'il y a mon père sur le live et je suis sûr qu'il ne sait pas du tout ce que ça veut dire. C'est classé en anglais, donc c'est comment si tu es premier, deuxième, troisième sur la première page ou même 10e page, ça arrive. Ok, ça marche. Donc, très simplement, pour une page, pour une landing page ou un article de blog, il y a 4 grands critères principaux. C'est ce qui va faire, disons, 70% de votre note en SEO, schématiquement. Le critère numéro 1 d'importance, et ça, c'est dans l'algorithme Google. C'est autant Google va, pour le coup, via son blog, à lui dire ça, c'est des critères qui m'importent, autant parfois, il faut les trouver soi-même. Alors, je vous les donne avec plaisir. Le critère numéro 1, c'est la meta title Google. Alors, la meta title Google, je ne sais pas si je peux partager mon écran vite fait. Non, c'est pas grave. Vous tapez meta title Google dans Google et vous verrez ce que c'est. Chaque page en a une. Bon, la règle, c'est entre 70 et 80 caractères et la règle est très bête. Le mot numéro 1 a plus d'importance que le mot numéro 2 et le mot numéro 2 aura plus de poids que le mot numéro 3, etc. C'est pour ça que typiquement, pour ma homepage, la homepage du SEOsecret.co, pour une homepage, on met toujours la brand, la marque au début. Après, on met 2 points ou tirets et on met la baseline, enfin la phrase commerciale. Et en fait, là, ce que Google voit, c'est qu'il va regarder les 3 premiers mots, il va dire « Ok, vu les 3 premiers mots, cette page parle de ça. » Et gardez bien l'esprit que le mot numéro 1 a plus de poids que le mot numéro 2 et le mot numéro 2 que le mot numéro 3. Les critères d'importance numéro 2, c'est la H1. La H1, c'est visuellement ce qui va correspondre à votre titre
sur votre page visuellement. Maintenant, il faut que dans le code aussi, dans la partie HTML, et là, il faut mettre les mains dans le code, il faut se former ou avoir un développeur avec soi, il faut que le titre, il y ait une balise avec des crochets H1. Et ça, la règle est assez simple. Il faut prendre sa meta-title Google et la synonymiser de façon un peu plus humaine. Pas très compliqué. Le critère d'importance numéro 3, c'est l'URL. Il y a une façon de bien écrire les URL. Moi, je le vois, franchement, 90% des sites que je vois le font mal. En général, c'est 3, 4, 5 mots, sans article, sans déterminant, juste les mots principaux. Je crée une page pour SEO Secret qui va être, je ne sais pas, vous voulez votre audit SEO gratuit. Ce qui serait bien, c'est que mon URL soit seosecret.co/SEO-audit-gratuit. Tout simple, 3 mots, ça fait le job. Okay. Google n'a pas envie que vous ayez des chiffres, des suites de lettres improbables dedans. Et le critère d'importance numéro 4, ça va être les H2. Donc ça, c'est tous les sous-titres. Visuellement, sur votre page, ça va être tous vos sous-titres comme un article de presse. Et ça, pareil, dans le code, il faut y aller et mettre des balises H2. Et ça, il y a une technique qui s'appelle la technique de l'entonnoir. Plus vous allez loin dans votre article, il en faut en général 3, 4, 5 H2. Plus il faut être précis dans le sujet dont vous parlez, parce qu'en fait, les gens vont être de moins en moins intéressés et Google a des techniques pour voir si vous apportez de plus en plus de valeur, si vous allez de plus en plus précisément dans votre sujet. Donc, technique de l'entonnoir, tout simplement. Ok. Ben, écoute, super, Maxime. Une question d'Hélène. Pourrais-tu préciser à quel point le CMS peut influencer le SEO? Écoute, énormément. Tu vois, typiquement, moi, j'aime beaucoup Wix. Je suis un fan de Wix depuis pas mal d'années. J'ai suivi l'évolution du produit qui était vraiment merdique avant et qui commence à être vraiment incroyable. Honnêtement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Wix est devenu vraiment pas mauvais en SEO. Moi, j'ai réussi à faire ranker des sites Wix de façon assez incroyable. Le CMS, comment il peut impacter? C'est que principalement, en général, un CMS, ce qu'il y a dans le pack du CMS, c'est qu'il vous donne la partie HTML, CSS, donc la partie visuelle. Vous n'avez pas à la coder. Et derrière, il vous propose d'acheter votre nom de domaine. Disons, je ne vous conseille pas de le faire. Je vous conseille de le faire sur des sites comme OVH, GoDaddy, qui sont spécialisés en vente de nom de domaine. Et après, ces CMS, en général, ils vous vendent leur serveur. Alors ça, déjà, quand on parle de la partie technique SEO, un des points les plus importants, c'est la vitesse de chargement des pages. Google sait que les gens ont de moins en moins de temps et sont de plus en plus pressés. Donc, il veut que les sites chargent, les pages chargent hyper rapidement. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de CMS qui ont des temps de chargement de pages qui sont vraiment, vraiment trop longs. Et donc, ça peut complètement détruire une stratégie SEO alors que votre contenu est bon. Et un autre point aussi, c'est que je le vois beaucoup, honnêtement, moi, je déteste WordPress d'un point de vue SEO. Je le vois beaucoup sur WordPress. Les gens qui prennent des templates sur WordPress, donc je sais sur quel site ils vont, sur les templates gratuits, sur des templates à 49 €. Le problème de ces templates, c'est qu'en général, le code qui est derrière est franchement un peu dégueu. Et ça, Google le voit, que votre code, votre HTML, CSS, il est dégueu. Et en plus de ça, visuellement, votre ligne de flottaison, il y a très peu de contenu. En général, vous avez la plupart des templates, WordPress, vous avez une grosse image, une grosse bannière et votre H1, c'est tout. Et ça, en fait, au-dessus de la ligne de flottaison, ça accroche. La question, c'est est-ce qu'il est mieux de passer par un copywriter SEO? Ouais, vas-y. Ouais, en fait, si c'est intéressant d'aller voir quelqu'un qui va te rédiger du contenu ou le faire toi-même, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais Non, écoute, c'est assez simple. Si tu penses qu'en tant qu'entrepreneur ou je ne sais pas quel est ton métier, c'est la meilleure façon d'allouer ton temps, tu peux démarrer et commencer à créer ton contenu à toi. Maintenant, en vrai, c'est un jeu de volume, le SEO. Si tu crées 10 pages, 10 articles de blog, et je sais à quel point ça peut prendre du temps de créer des articles de blog ou 10 landing pages, en vrai, ça va avoir un impact, mais qui n'est pas énorme sur ton SEO. Nos produits phares, ce qu'on appelle des SEO Blitz, on va vendre entre 50 et 300 pages d'un coup, un mix de landing page et d'articles de blog qui font que dans 6 mois, les gens auront une machine de guerre de SEO. Tu vois. Donc, en fait, la question à se poser, c'est si vous avez les ressources en interne pour faire du copywriting, faites-le. Maintenant, est-ce que c'est du copywriting SEO? Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'ils sauront, vos copywriters, bien paramétrer pour Google ce qu'ils écrivent? Ça, c'est un autre sujet. Moi, je conseille honnêtement, si on a les moyens, évidemment, de l'outsourcer pour le coup. Nous, c'est pour ça. Et puis, encore une fois,
Ce qui fait la valeur, ça va être les grands critères que j'ai cités juste avant, H1, meta title, le contenu un peu moins, mais encore faut-il ajouter la valeur. Un article qui fait moins de 600 mots va quasiment jamais être classé dans Google. Nous, on fait des articles entre 800, 1000, 1200 mots. C'est hyper important d'avoir des longs articles bien structurés avec des titres, des sous-titres, des listes, etc. Moi, je conseille de l'outsourcer, honnêtement. Ok, super. Elior, comment bien choisir ses mots-clés pour le référencement? Alors, il y a un mix d'outils qu'on a cité juste avant, Ubersuggest, Answer the Public, Google Ads aussi peut vous donner des intuitions. Maintenant, moi, j'aime bien utiliser nos têtes et se dire très simplement qu'est-ce que mon client peut taper dans Google. Et en fait, tu joues à ce jeu, je ne sais pas, 30 minutes par jour, tu fais des listes et tu as des bonnes intuitions. Tout ne va pas fonctionner, c'est comme tout loi de Pareto, 20% de tes pages vont ramener 80% du contenu. Mais c'est un mix d'outils et d'empathie, disons. Ok, merci. Il y a une question d'Hélène qui rebondissait sur la question d'avant. Je l'ai plus devant les yeux, mais en gros, c'était y a-t-il une taille max d'articles que tu pourrais conseiller? Non, non, non. Honnêtement, tout le monde joue un jeu très différent en SEO. Je vois des entreprises qui créent 50 articles ou landing pages par an. Forcément, ils n'ont pas un trafic énorme, mais c'est déjà pas mal. C'est un bon début. Et j'ai vu des entreprises qui étaient à des niveaux stratosphériques où ils créent des milliers de pages par jour. Donc, prenons l'exemple de TripAdvisor, qui a complètement cassé le game du SEO dans l'industrie du voyage et de la restauration. Prenons l'exemple de HubSpot, qui se sont fait connaître. Donc, HubSpot, c'est un logiciel CRM, marketing, commercial, qui se sont fait connaître grâce à leur contenu SEO. Pareil pour Buffer. Buffer, c'est une startup qui n'a jamais levé de fonds, qui est valorisée plusieurs milliards, je crois, de dollars et qui s'est fait connaître en grande partie grâce à son SEO en ayant complètement inondé Google. Donc, chacun a des niveaux, mais il n'y a pas de maximum. Le mieux en général, le plus est le mieux en général. Ok, ça marche, merci. J'ai une question intéressante de Sylvain. Comment anticiper la recherche vocale et surtout les assistants connectés? Ouais, très bonne question. Effectivement, il y a une grosse tendance depuis 2 ans, disons, avec Siri, avec Alexa, avec, je ne sais plus comment s'appelle, celle de Google, Google Euh, Home. ouais, Il y a c'est une ça. grosse tendance où en fait, les gens posent des questions à leur smartphone, à leur ordi, à leur assistant virtuel. Et donc, Google s'est pas mal adapté par rapport à ça. Alors moi, j'ai une technique qui est assez simple. C'est que vu que les gens posent des questions à Google, je vous donne un exemple. Et bah, typiquement, vous pouvez demander à Google comment créer un site bien référencé dans Google. Google va vous répondre pour ça. Et ça, vous pouvez le poser à votre assistant Siri ou quoi. Et bah, c'est assez simple. Si quelqu'un fait une recherche vocale qui est Google, comment bien référencer mon site web dans Google, et ben en fait, Google va juste faire le transcrire en écrit dans son moteur de recherche à lui. Et donc, si vous avez sur votre article de blog écrit un article qui littéralement la H1 ou la meta title Google est comment bien référencer son site dans Google, il y a de grandes chances que vous soyez un des articles qui soit mis en avant par Google. Donc, il faut juste lister toutes les questions potentielles que vos clients peuvent se poser et écrire des articles de blog, écrire ou des livres blancs à ce sujet et les faire référencer dans Google. Ok, j'ai une question de Jonathan qui est dev. Ouais, Il se demande quel est l'impact des données structurées sur son score Google. énorme. Alors, je ne l'ai pas abordé parce que là, on est un peu vraiment sur l'extra mile Yes. en termes de SEO. Alors, les données structurées, c'est bon, rapide, bref historique des moteurs de recherche. Un jour, les moteurs de recherche se sont dit, bon, ça fait des années qu'on améliore notre algorithme et on améliore l'expérience pour les utilisateurs de nos moteurs de recherche. On arrive à être un peu bloqué parce que malgré Google Analytics, malgré tout ça, on n'a pas accès à assez de données. Donc, ils ont créé un site qui s'appelle schema.org, schema.org. Ils sont pour une fois tous mis d'accord, ils se sont mis autour d'une table et ils se sont dit qu'ils allaient créer une sorte de dictionnaire où
à peu près pour chaque mot de la langue française ou anglaise, il y a une petite balise HTML, un code on appelle les données structurées, les rich snippets en anglais, si vous voulez vous informer sur le sujet. Et en fait, ces rich snippets, c'est des petits bouts de code que vous pouvez injecter dans votre code à vous de votre site pour indiquer à Google, lui donner plus d'informations sur, disons, quoi et quoi. C'est-à-dire, quand vous parlez, je sais pas, vous écrivez un paragraphe sur les food trucks, dans schema.org, vous allez pouvoir trouver, par exemple, le rich snippet événementiel. C'est un exemple. Et en fait, si vous l'indiquez dans votre code HTML, les gens ne le verront pas sur la page. Là, on parle de back-office, on parle de code HTML. Google va le voir, il va voir que vous enrichissez l'information pour lui. Vu que vous êtes un faillot, il va vous mettre. Disons. Carrément. Donc, J'ai une question de… Comment… c'est toujours la question à quel point pondérer ça, à quel point c'est pris en compte par Google. Honnêtement, on se pose toute la question et si j'avais la réponse exacte, je serais beaucoup plus riche que je suis aujourd'hui. Je sais que l'importance est beaucoup plus et vraiment de plus en plus grande pour schema.org. Ok. J'ai une question de Maximilien. Comment faire ranker et créer du contenu sur son site e-commerce hébergé via Shopify? Donc, tu pourras confirmer que c'est la même chose pour tout ou l'infirmer. En gros, il se demande comment faire de la stratégie de contenu et faire ranker tout ça via Shopify. C'est pareil. Hein. Ouais, voilà. Okay. Ouais, Shopify, c'est un CMS comme un autre. C'est un super CMS e-commerce. Pour le coup, il y a Squarespace, il y a Magento, etc. Mais oui, c'est pareil. Tu crées des pages, tu crées des articles de blog. Effectivement, il y a des CMS qui sont plus ou moins difficiles à prendre en main. Shopify, pour le coup, il faut aussi connaître un peu en code si on veut faire des trucs un peu sympas. Pareil pour WordPress. Wix est beaucoup plus accessible, disons, aux débutants. Et après, vous pouvez aussi avoir votre site codé en dur, mais là, c'est un peu plus compliqué. Yes. Et si tu avais un ordre de préférence, pas forcément, sur les Squarespace, Wix. Honnêtement, Wix, je sais que tu aimes bien. Ouais, honnêtement, ça dépend de ce que vous voulez faire. Déjà, ça dépend de votre business, de votre industrie, de votre business model. Et ça dépend aussi de jusqu'où vous voulez aller. Si vous voulez juste rester, disons, freelance, ce n'est pas du tout, d'un point de vue tech, les mêmes enjeux que si vous voulez être une startup qui va prendre le monde et qui, à terme, aura des millions d'utilisateurs à chaque seconde sur son site, par exemple. Donc, ça s'appelle la dette technologique qui s'accumule au fil du temps. Globalement, ça dépend. Tu vois, pour tout ce qui est freelance, agence ou commerçants locaux, faire un site Wix ou un site Xinfu, pour le coup, zéro impact. Xinfu, c'est très très bien. Moi, je le dis, je suis pas un fan de WordPress. Voilà. Pour du e-commerce, j'irai chez Shopify. Même que vous soyez petit ou grand, c'est un no-brainer. Et là, le nouvel arrivant, qui est vraiment hyper intéressant, on peut faire beaucoup de choses maintenant. Disons que c'est un entre-deux entre coder son site en dur et Wix. Ça s'appelle Webflow. C'est vraiment un entre-deux. Webflow, donc, qui est un peu la star montante et autant e-commerce qu'en site vitrine classique, je pense qu'il va vraiment performer. Donc ça, il faut quand même avoir un minimum de notions de code pour toucher un peu à Webflow. Ok. Ouais. Juste, je relance moi sur les sites marchands pendant qu'on y est. On a une question de Maxime qui demande sur un site marchand en plusieurs langues. Est-ce que tu fais une stratégie SEO par langue ou pas? Ouais, complètement. Bah, si tu vends dans tous les pays, il faut effectivement traduire. Ça, c'est un enjeu SEO que moi j'ai rencontré pas mal, notamment quand je bossais à The Family et que je conseillais les startups sur leur stratégie SEO. Quand tu scales et que tu vas commencer à lancer de nouveaux pays, c'est un énorme enjeu de traduire ton site et de le traduire bien et d'arriver à retrouver ton ranking SEO dans un pays et dans l'autre, etc. C'est un vrai enjeu. Je ne conseille pas forcément il y a des petits logiciels qui vous proposent de le faire automatiquement. Je ne les trouve pas encore au point, honnêtement. Ça va peut-être s'améliorer dans les années à venir, mais je conseille beaucoup plus de passer par un vrai traducteur, des vrais copywriters pour ces sujets-là qui sont quand même hyper importants. Yes. Merci Maxime. J'ai une question de David. La certification Google SEO devrait-elle changer la donne dans l'année à venir? Je n'en ai aucune idée. Non, honnêtement, je ne l'ai pas faite, pour être franc.
Ouais, Si je tu sais peux nous pas. dire ce que enfin, tu sais de quoi ça traite et tout. Bah, je pense je crois qu'ils le font sur des dizaines et des dizaines de sujets. Du coup, là, tu parles de celle SEO. Moi, je l'ai pas regardé encore. Ok, Mais c'est cool pour démarrer, hein, se mettre le pied à l'étrier, c'est toujours du plus. ok, très bien. Il y a Sophia qui nous demande une recommandation pour un crash course en ligne. Un crash course, bah, je suppose qu'elle parle d'un cours pour démarrer. Et bah, écoute, euh, moi, j'aime bien Udemy, Udemy. Après, il y a le contenu en français, je sais pas. Moi, je les regarde en anglais, les vidéos. C'est payant, hein, mais franchement, les profs sont bons. C'est pas mal. Là, je sais que coudeta.co, donc Koudetat.co, lance une formation d'acquisition online généraliste, autant sur le SEO que le SIA, etc., et la viralité, tout ça, qui coûte en plus 390 euros. Moi, j'interviens dedans pour parler un peu de SEO, mais je ne suis pas le seul. Il y a d'autres, franchement, des gros stars de SEO qui Ok, vont intervenir dedans. Ouais, je conseille à ça. ok. Il y a une question. Est-ce que tu recommandes Majestic, ce genre de choses? Encore une fois, ça dépend d'où tu en es. Ça dépend d'où tu en es. Je suppose ouais, je regarde Majestic, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, ok, c'est un des outils SEO. Écoute, j'utilise pas Majestic, donc je le connais pas très bien et je pourrais pas te donner mon avis dessus. Si tu veux qu'on parle de Botify, SEMrush, Ahref et d'autres gratuits Ouais, avec plaisir. Globalement, c'est toujours un must-have, hein. C'est toujours un mieux d'avoir plus de données possibles. Et je crois que Majestic a une assez bonne réputation. Donc, ouais, ouais. Si tu peux te le permettre, c'est cool de se payer ce genre d'outils. très bien, très bien, très bien. Ça marche. Je fais un petit peu le tour des dernières questions. J'essaie de voir si on a répondu un petit peu à tout. Euh, voilà. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer, Maxime, comment toi, tu crées ton contenu SEO? Voilà. Question un peu généraliste. Comment toi, tu t'y prends au fur et à mesure? Ouais, bah écoute, je me fais disons des sprints, autant des sprints pour trouver des idées, définir des nouveaux mots-clés sur lesquels je veux ranker. Ça peut être aussi des sujets d'actualité. Euh, euh, Essayer de rebondir un peu sur l'actualité, écrire un blog dessus, par exemple, pour son business. Je me fais des sprints où je vais dans des Excel lister des dizaines, des centaines d'idées. Et après, nous, pour le coup, chez SEO Secret, on a des équipes qui sont des copywriters qui font ça très bien, qui sont formés justement à bien paramétrer tout ça et qui font aussi ils font une grosse partie, nous, pour nos clients, interview des clients pour bien comprendre leur business, bien comprendre leurs enjeux marketing. Et après, ils font une partie benchmark marché où ils vont, sur un sujet donné pour un article de blog, ils vont aller regarder tous les articles de blog qui ont été écrits et forcément s'en inspirer parce qu'il y a des données, il y a des informations, ils sont pas omniscients et il y a plein d'informations qui sont hyper intéressantes. Donc, eux apprennent en même temps qu'ils écrivent pour le coup. Ok. Il y a Jacques qui nous demande des conseils pour le SEO, bien sûr, de Webflow. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Si tu as des conseils particuliers pour ça ou c'est vraiment généraliste? Non, non, Webflow, pour le coup, pense à paramétrer tes H1, H2, metatitle, etc. Maintenant, on n'a pas encore assez de recul sur Webflow, qui est un outil assez récent, sur est-ce qu'il est si excellent que ça en SEO. Moi, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais bon, c'est comme tous les autres CMS à peu près, hein. Ok. Et je rebondis. Il y a Raphaël qui demande s'il faut privilégier la quantité ou la qualité pour les articles. Voilà. Question de Raphaël. Alors, je pense il y a un double sujet ici. Il y a les articles de blog que moi j'appelle branding, brand awareness, et qui vont servir votre application de marque. Et là, en fait, c'est à vous de les écrire, que ce soit vos équipes en interne, vous en tant qu'entrepreneur, CEO ou responsable marketing. Euh, et ça, pour le coup, c'est des articles que moi j'écrirai sur Medium, que je partagerai sur LinkedIn, qui ont une forte valeur ajoutée. Et le but, en fait, c'est que les gens disent waouh, ils sont chauds, j'ai envie de travailler avec eux. Ça, c'est la partie Mhm. blogging, création de contenu, brand. Et après, il y a un blogging qui est SEO, où là, vous écrivez en réalité pour Google, un peu pour l'utilisateur final, mais vous écrivez pour générer des leads. Si le contenu n'est pas incroyable, ce n'est pas très grave. Dans la partie blog
branding, la qualité, c'est difficile. C'est comme le luxe. Vous ne pourrez pas en faire des 100 par an. En revanche, sur le SEO, stratégie de volume. Ceux qui gagnent en SEO sont toujours ceux qui ont fait du volume. Sans hésitation. OK. Il y a Nicolas qui nous demande quels sont les KPI à suivre, si tu as des KPI en particulier que tu suis plus que d'autres. Ouais. Alors, taux de rebond, temps OK. passé sur X pages, donc sur une page en question, temps de l'utilisateur passé sur le site en entier. Franchement, c'est les 3 que je suis hyper quotidiennement. OK. Taux de rebond, si tu peux expliquer ce que c'est. Alors, c'est quand un utilisateur arrive, par exemple, de Google sur votre site web, sur une page de votre site web, OK. est-ce qu'il va visiter une autre page de votre site web? Est-ce que vous l'avez assez intéressé pour qu'il aille voir un autre contenu? Ou est-ce que vous l'avez saoulé et il a quitté? Ça, Google le voit et le track, l'analyse. Et c'est hyper important. Ça marche. On a une question. Est-ce qu'on peut traduire un article en anglais en français pour ajouter des articles à notre site? Donc, je pense que faire un double article français-anglais, admettons, j'essaie de visualiser ça. Ouais. Bah, si tu es très bon en traduction, go. Maintenant, je ne te conseillerais pas de le mettre dans Google Translate, par exemple, et de le Oui. retranscrire. Google est devenu assez bon à jouer à ce jeu. Et le problème, c'est que dès que tu fais des trucs un peu border, c'est très difficile de revenir en arrière. Moi, j'ai vu des sites se faire blacklister de Google. Ah Franchement, ouais? ouais, parce qu'ils avaient notamment acheté des backlinks un peu pourris. Ils avaient voulu être trop gourmands. Et quand c'est comme ça, c'est très difficile d'être déblacklisté de Google. Un des seuls moyens, c'est d'avoir des bons contacts et d'arriver à se mettre autour de la table auprès de Google et de promettre, montrer patte blanche, dire on ne recommencera plus jamais, on a fait une erreur. C'est un peu le même cas là, pour le coup. Ok. Il y a Hélène qui se demande Medium, si c'est pas mal pour écrire des articles et puis pour les relier à son site en SEO. Ouais, alors écoute, avant en SEO, Medium était mauvais. C'est la preuve que Medium, c'est un CMS de blogging. C'est la preuve que tous ces CMS évoluent. Maintenant, Medium est devenu pas mauvais en SEO. Il rank bien dans Ok. Google. Le seul souci, c'est que Medium ne propose plus la fonctionnalité de pouvoir lier son blog Medium à son nom de domaine, à son site. Donc, vous allez créer du contenu dont, disons, la notation de votre blog Medium ne va pas influer sur votre note de votre site web, de votre nom de domaine principal. En tout cas, pas directement. Il va y avoir une redirection de trafic, il va y avoir des backlinks, mais ce ne sera pas votre nom de domaine.com/blog/URL de l'article ou alors blog.votrenomdedomaine.com/URL de l'article. Or, c'est hyper important que votre blog, en tout cas le blog SEO, soit lié à votre nom de domaine principal, alors que votre blog branding, justement, vous pouvez le faire sur Medium. Si vous voulez raconter les coulisses de votre boîte, faites-le sur Medium, c'est super. Ou Substack. Ok. On va un peu revenir sur Google et la géolocalisation. On a une bonne question là d'un autre Nicolas qui se demande si il faut mettre une adresse fixe pour son entreprise ou plutôt une zone d'action. Donc ça, c'est plutôt de la stratégie, on va dire, mais Ouais, c'est un détail. Ouais. Moi, je mets toujours une adresse fixe. Ok. Après, ça dépend du business, tu vois. Ça dépend du business. Il y a 2-3 fois où vraiment, tu vois, allez, disons adresse fixe, c'est un détail. C'est un détail. Adresse fixe. Ok, ça marche. Et là, j'ai une question un peu bonus. On arrive sur la fin. Est-ce que tu penses, alors je ne sais pas si tu en as fait, mais est-ce que tu penses que le dropshipping est un business mort ou c'est quelque chose qui a de l'avenir? Écoute, moi, je ne suis pas un grand fanat du dropshipping. Beaucoup de Ok. respect pour ceux qui arrivent à créer des beaux business avec ça. De toute évidence, là, c'est un peu compliqué vu la situation. Bon, honnêtement, je ne suis pas devin, je ne vais pas m'aventurer. Je ne sais pas quel sera le monde demain, donc je ne peux pas te dire si le dropshipping va… Il y a de grandes chances que ce soit beaucoup plus compliqué qu'avant. Ok, ça marche. Merci, Maxime. David qui acheter des visites plus rebond alors c'est acheter des visites plus littéralement rebond efficace pour l'interrogation. SEO Secret le propose pour l'interrogation. Non, on ne propose pas d'acheter des visites. C'est très compliqué, honnêtement.
on ne veut pas le faire parce qu'on trouve ça border et quand tu es border, tu te finis toujours par te faire taper par les doigts. Tu peux, sur des sites chinois, acheter des visites ou en fait, mais après, c'est toujours la question. Si c'est un service qui est bien créé et en fait, ils ont des VPN et Google a l'impression que ces visites arrivent de partout dans le monde ou d'une zone géolocalisée très précise que vous avez demandé, vous voulez que les visites arrivent de France, par exemple, si c'est bien fait, génial. Maintenant, si c'est mal fait et que vous faites affaire à un prestataire qui est peu scrupuleux et que toutes vos visites arrivent de Chine, Google va regarder ça et vous allez en pâtir pour le coup. Donc, nous, on ne le fait pas. Non. Et je ne le conseille pas vraiment en réalité. Très bien. On va poser la dernière question parce qu'on arrive sur la fin. Il y a eu plein de questions. C'est génial. Pour toi, Maxime, qu'est-ce qu'un bon taux de rebond? Ça dépend beaucoup de votre industrie. Tiens, je sais pas, je vais comparer. C'est une bonne question, ça. Ça dépend beaucoup des industries. De façon générale, il y a, tac, je vais reprendre ça. Hop. Il y a des règles. Il y a une grande règle, disons. Moi, je trouve qu'un taux de rebond qui commence à être acceptable, c'est 50%. Ça, disons que c'est le standard marché. Maintenant, ça dépend des industries et des spécificités. Mais si vous arrivez à passer en dessous de la barre des 50% de taux de rebond, ça commence à être pas mal. Franchement, c'est cool. Et après, pour le temps passé sur votre site, plus que 3 minutes, on commence à être pas mal aussi. Ok, super. Bah, écoute, c'est noté. Merci. Bon, du coup, là, il nous reste 1 minute avant de terminer ce live. Pour info, on a cours sur le Zoom qui est ici après pour libérer les lieux. On vous remercie du coup d'avoir passé la matinée avec nous. Toute la présentation a été enregistrée. Du coup, on mettra un lien pour les gens qui veulent la revoir. Pour les questions qui restent, n'hésitez pas derrière à ou vous connecter au LinkedIn ou envoyer des mails à Maxime. On vous donnera toutes les informations pour faire ça. Yes. Et voilà. Et du coup, Carrément. je terminerai. Vas-y, Maxime. Ouais, vas-y, Maxime. Non, mais Vas-y. c'était un plaisir. Je reste disponible par mail. Je vais le mettre dans le chat. Et c'est Blondie avec un Y, @seosecret.co. On est une jeune agence, mais justement, on veut aller à l'opposé de ce que font les agences en SEO. On se présente un peu comme le SEO shop, le SEO e-shop, avec des produits qui sont transparents, packagés, à prix fair. On veut vraiment être le e-commerce du SEO. Vous savez ce que vous achetez du concret. Donc voilà, on a fait un code promo. Yes, c'est ça. Bah, écoute, Spécialement. ouais, c'est 10% de réduction pour tous les produits du shop SEO Secret avec le code promo Iconoclast. Donc voilà, comme Maxime le disait, il y a un code promo en place. Donc n'hésitez pas à aller checker la boutique du coup. Et ben, on vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Et n'hésitez pas à contacter Maxime par mail si vous avez plus de questions, nous ajouter sur LinkedIn. Et on vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir, bonne journée. Salut! Ciao!